Euh, donc on va enchaîner avec une présentation sur le sujet des botnets. C'est pas une répétition sur ce qui a pu être dit avant, mais c'est un regard sous un autre angle, celui de ces outils technologiques pour les délinquants que sont les botnets. Et, je vais détailler pour vous en introduction un petit peu un rappel sur ce qu'il y a derrière ces technologies, un petit arrêt sur les ransomware ou rançongiciels qui ont été assez prégnants, y compris en France, au cours de l'année, et puis qui ont la particularité d'être très visibles pour les victimes. On va balayer un certain nombre de cas concrets marquants de l'année, et puis quelques idées qu'on en retire. Et puis une petite réflexion sur les opérations de lutte et arrestations. Et ça va compléter un petit peu ce bilan un peu négatif en réalité de l'action contre ce type de menaces que sont les botnets. Je suis Éric Fraissinet, je suis lieutenant-colonel de gendarmerie, chef de la division de lutte contre la cybercriminalité du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Et je dirige une équipe qui fait de l'investigation proactive sur Internet. Et une petite partie de notre activité actuellement tourne autour justement de la détection proactive de ce type de menaces en France. Alors, le principe général des botnets, il commence à être connu. Ils ne sont pas nouveaux. Ça date en gros du tout début des années 2000. Le principe est assez simple. L'idée, c'est que plutôt que d'avoir des virus qui se contentent de contaminer les ordinateurs et de commettre des actions malveillantes, c'est d'avoir un système de commande pour remplir tout un tas d'actions complémentaires, assez simples comme de mettre à jour le virus, comme tous les logiciels, de donner des commandes, de donner des ordres à l'ensemble des machines infectées. Et la taille d'un botnet, ça peut aller de quelques machines, notamment dans certaines attaques ciblées, à quelques millions de machines dans certains réseaux qui servent à commettre des attaques de type attaque en déni de service ou envoi massif de spam, etc. Et une grosse partie des botnets aujourd'hui sont utilisés dans des schémas pour voler de l'information, voler de l'argent directement dans les comptes bancaires, voler des données relatives aux comptes bancaires ou aux cartes bancaires, etc. Et donc une typologie assez variée de menaces auxquelles on est confronté, en complément assez souvent du système de commande et de contrôle. Il y a un panneau de contrôle assez similaire à ce qu'a présenté tout à l'heure à l'instant Eric sur le panneau de contrôle d'un système de distribution de logiciels malveillants, une plateforme d'exploit. Là, c'est un panneau de contrôle qui vous permet de voir toutes les machines qui sont connectées en tant que victimes au botnet et de lancer les commandes, de lancer les mises à jour, etc. Ils peuvent être assez riches puisque le panneau de commande et de contrôle peut être divisé par différents clients. Et là, ça rejoint la présentation d'Eric. Un même botnet peut être découpé en morceaux ou peut correspondre pour différentes parties à différents clients auxquels celui qui gère l'ensemble du botnet ou l'ensemble des services d'hébergement de systèmes de commande de botnet offre à ses clients. Alors, les grandes catégories de botnet aujourd'hui, on peut les résumer dans ce transparent. Une grosse partie, c'est ce qui est à gauche, correspond au vol d'informations, le vol d'informations bancaires beaucoup, mais aussi et de plus en plus souvent d'espionnage, soit à des fins industrielles, soit à des fins a priori étatiques ou apparemment étatiques. Mais le vol d'informations, c'est un gros morceau de ces utilisations de botnet, et il y a une très grosse variété de ce type de botnet, notamment du côté des botnets bancaires, parce qu'ils sont très efficaces à détourner de l'argent. Historiquement et toujours très présent, les botnets qui permettent d'envoyer des courriers électroniques non sollicités, du spam, y compris dans certains cas pour
des clients légitimes, des gens qui veulent relayer des vrais messages commerciaux et qui ont eu droit à des offres battant tous les prix du marché, forcément, puisqu'on utilisait des infrastructures qui n'avaient pas été payées pour diffuser les messages. Des botnets permettant des attaques en déni de service. Une catégorie particulière qui regroupe un peu toutes ces fonctions, qui permet de faire tout un tas de choses, ce qu'on appelle classiquement le RAT, Troyen d'administration à distance. En général, on réserve cette terminologie à des objets qui ont plutôt une vocation de bricolage, de bidouillage, presque d'apprentissage. Ils sont soit vendus, soit disponibles en téléchargement sous forme de kit. Celui qui souhaite l'installer configure son petit logiciel malveillant personnel, le distribue par ses propres moyens et espionne l'ordinateur de ses victimes, récupère l'image de la caméra, la webcam des victimes, des ordinateurs, détourne des données confidentielles, notamment les frappes au clavier, donc des mots de passe, etc. Et on voit pas mal d'exemples sur YouTube de personnes qui s'amusent à exploiter un RAT, c'est-à-dire plusieurs dizaines de victimes de ce petit outil pour les débutants, et se vantent de ce qu'ils arrivent à espionner leurs voisins ou des gens à l'autre bout du monde. C'est assez dangereux à mon sens que ce type de développement existe, parce que c'est les premiers pas vers d'autres types d'usages. Les ransomware, les rançongiciels, ils ne sont pas nouveaux en tant que tels. Hein. Il y a quelques années, il y avait déjà eu des virus malveillants qui bloquaient notamment des téléphones mobiles. Hein. Les premiers, c'était en Chine, et réclamaient le paiement d'une amende. Là, ici, ça a été développé de façon industrielle, notamment avec les rançongiciels policiers. Et je vais vous en toucher quelques mots. Et il y a plein d'autres usages, beaucoup plus variés. Une grosse partie des botnets permettent de télécharger des modules complémentaires et donc d'ajouter des menaces supplémentaires. Alors, les rançongiciels policiers, je vais vous montrer une petite vidéo d'une infection. Alors pour ça, je dois manipuler la souris. Pour lancer la vidéo. Alors là, l'exemple, il date de la semaine dernière, avec une récente faille 0day, une récente vulnérabilité dans Java qui a été exploitée de façon massive. Ici, la victime a cliqué sur un lien et renvoyé sur une plateforme d'exploit. Donc ça, c'est ce que voit la victime. Elle voit une page sur laquelle on lui présente des contenus anodins ou qui ont l'air d'être de la publicité. Et la plateforme d'exploit teste un certain nombre de vulnérabilités. Et là, c'est cette faille 0day Java qui a été exploitée. Et vous voyez qu'en quelques secondes, son écran est bloqué et on lui indique qu'elle a été repérée par le ministère de l'Intérieur ici, mais ça s'adapte en fonction du pays. Et on lui demande de payer une amende par Ucash ou PaySafeCard. Alors si je poursuis un petit peu la vidéo, on va voir que y a des petits ajouts sympathiques avec dans le bas, et parfois c'est situé vers le haut, en plus de l'affichage de l'adresse IP, on affiche l'image de la webcam de la victime. Et donc pour l'impressionner, pour lui dire vous êtes surveillé, la police vous voit. Et ça peut être assez impressionnant. Et tous ces éléments, la liste des infractions, le blocage brutal, etc., c'est très efficace pour que les victimes croient que c'est vrai. Et on a eu beaucoup de retours de ce type-là. Les gens y croient. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler. L'évolution au cours de l'année des ransomware. Les premiers cas, en réalité, datent de mars 2011. Et ici, sur le schéma, vous voyez que ça va de décembre 2011 à janvier 2013, donc sur toute l'année dernière. Mais vraiment, l'explosion, ça commence à partir de décembre. En France, avec une première version qui reprend l'image de la gendarmerie nationale. Et un développement de nouvelles versions tout au long de l'année. Ils apprennent les uns des autres, ils développent de nouveaux visuels, ils se copient les uns les autres.
ils sortent des nouvelles versions régulièrement, et donc une explosion de ce type de menaces, et toujours des gens qui se font contaminer, et toujours des gens qui finissent par payer. Donc c'est important aussi de faire de la prévention dans ce domaine. Pourquoi c'est efficace, ce type de menaces et d'autres? Pourquoi il y a beaucoup de botnets qui se déploient facilement? Grâce aux plateformes d'exploit qu'a évoqué Eric juste avant. Donc je ne rentrerai pas plus dans le détail. Les investigations jusqu'à présent, et bien entendu, il y a beaucoup d'enquêtes en cours, ont permis de déterminer, je pense que c'est l'idée essentielle, qu'il y a énormément d'acteurs derrière tout ça. Ils interagissent tous entre eux. Et là, dans ces schémas-là, plus qu'une forme de criminalité très structurée, très organisée, c'est un véritable écosystème avec tout un tas d'acteurs qui interagissent. Et un vendeur d'un logiciel malveillant particulier va travailler pour un client, va travailler avec une personne qui va créer du trafic vers les plateformes d'exploit. Et il change de partenaire d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Donc c'est très mouvant et c'est assez complexe à suivre. Une page de prévention a été créée voilà, quelques 3 semaines, stopransomware.fr, qui informe le public non seulement sur la menace, mais le moyen de s'en protéger et de nettoyer son ordinateur. Alors, d'autres cas concrets rapidement, pour illustrer la variété des usages et de ce qui s'est développé au cours de l'année 2012. Sality, qui est un botnet qui a tout un tas d'usages particuliers, a été repéré comme ayant balayé l'ensemble de l'adressage IPv4 et a cartographié les serveurs de voix sur IP de l'ensemble de l'Internet en IPv4. Pour quelle raison? Ça n'a pas encore été identifié. Et l'information a été révélée par des chercheurs de San Diego en décembre dernier. Dorifel. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce sont essentiellement des victimes qui se trouvaient aux Pays-Bas qui ont été contaminées. Ici, sur cette page, on voit qu'il y avait plus de 3000 victimes à cet instant-là de ce virus. Ça semblait viser donc les Pays-Bas, mais pas particulièrement certaines entreprises, bloquer les ordinateurs. Alors ça a été nettoyé assez rapidement, il y a eu une réaction intéressante des autorités néerlandaises, mais c'était en plein mois d'août. Et c'est un autre botnet qui a été utilisé pour diffuser cette menace. Sickipot, difficile à prononcer. Une particularité intéressante de ce botnet, il cible les certificats stockés sur des cartes à puce, et en particulier certains modèles utilisés par le ministère de la Défense américain. L'idée, c'est de repérer la présence d'une carte à puce dans un lecteur, la présence d'un certificat qui est disponible pour authentifier une connexion, enregistrer le code PIN qui est rentré par la victime et reproduire ensuite une connexion à différents systèmes qui sont protégés par ce système d'authentification en le relayant par la machine de la victime. Donc il ne pirate pas la carte à puce, il l'utilise directement en relayant la connexion. Et c'est un usage intéressant d'un botnet en direct. Zero Access, qui est un botnet permettant des attaques en déni de service notamment, a été cartographié par Sophos au mois de septembre. Et non seulement c'était intéressant de noter l'ampleur du phénomène, 9 millions de machines potentiellement contaminées, mais ils ont pu comptabiliser plus de 100 000 $ de recettes de ce botnet par jour sur la période d'observation. Et donc ça nous donne une idée de l'efficacité de ce type d'usage. Prinimalka. Alors, Eric vient de parler de Blitzkrieg. Les gens qui sont derrière Blitzkrieg envisagent d'utiliser Gauzy Prinimalka, qui est un malware bancaire sous forme de botnet qui a tout un tas de particularités. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la façon dont ils vont monter l'affaire. Il a l'ambition de recruter une centaine de personnes qui vont gérer des botnets et de cibler un grand nombre de banques aux États-Unis au printemps 2013. Donc on se reverra l'année prochaine pour voir où en sont les résultats. Il y a des enquêtes en cours, il y a tout un tas d'investigations un petit peu partout. C'est intéressant à suivre.
Carburp, des arrestations au mois de mars, mais en réalité c'était juste des exploitants d'une licence d'un botnet qui ont été arrêtés en Russie, mais c'est bien qu'ils aient été arrêtés, et il faut qu'il y en ait plus pour rendre ce business inutilisable. Nitol, Microsoft, a identifié, grâce à un travail dans les réseaux d'approvisionnement en matériel informatique, qu'il y en avait une grosse partie, 20%, qui était en Chine, dans ce cas-là, qui étaient des licences de Windows contrefaites et qui contenaient en plus des virus. Et beaucoup, dans ce cas-là, Nitol, qui est un botnet permettant de réaliser des attaques en déni de service notamment et des mises à jour. Ils ont obtenu une décision de justice pour bloquer l'intégralité d'un nombre de domaines, et ils ont fait quelque chose d'intéressant, ils ont redirigé le trafic pour le filtrer, pour pouvoir bloquer les connexions vers tout un tas d'activités illégales et permettre des activités légales. Et enfin, en conclusion, deux opérations intéressantes. Une qui s'est conclue le 9 juillet 2012 avec la fin d'une opération qui redirigeait le trafic du botnet DNS Changer vers des serveurs contrôlés par un groupe de travail qui avait été monté en coopération avec le FBI, et toute une campagne d'information du public pour qu'ils détectent si leur machine était infectée. A priori, ça a plutôt bien marché, puisqu'il n'y a pas eu de gros incidents suite à l'arrêt de ce groupe de travail. Et ensuite, pour nous, de façon intéressante en Europe, le financement d'un projet pilote qui commence dès ce mois de janvier, cofinancé par la Commission européenne à hauteur de 8 millions d'euros, dans lequel il y a un certain nombre d'acteurs français, dont Signal Spam, Microsoft France, etc., et Cassidian, qui vont travailler à tester différentes méthodes de lutte contre les botnets. Donc j'en ai terminé, merci.